ce Zoom, je reçois la présidente de l'association Libératrice. Elle est l'auteure de 2 livres chocs. L'un est intitulé « J'ai choisi d'être libre, rescapé du salafisme en France ». Et puis le second, ou le deuxième, est « Plus jamais voilé, plus jamais violé » aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Enda Ayari. Bonjour. Madame, d'entrée de jeu, vous affirmez « Je suis né 3 fois ». Et là, on va retenir ces 3 dates. Le 4 décembre 1976, là vous naissez à l'Hôtel-Dieu à Rouen. Le 23 novembre 2015, le jour de votre émancipation en enlevant votre voile islamique. Et puis ensuite, le 20 octobre 2017, cette fois-ci, en dénonçant votre agresseur, Tariq Ramadan. À chaque fois, des gestes simples, mais qui vont changer complètement votre vie. Une vie dont on peut dire qu'elle était quand même difficile dès votre naissance. Pas de cadeau dans la vie. On va dire que j'ai démarré ma vie dans des conditions qui n'étaient pas très favorables. Pas très favorables. Milieu familial compliqué, difficile. Vous êtes maltraitée? Oui. Je suis en fait issue d'un mariage forcé entre mes 2 parents et qui ont rapidement divorcé. Et donc j'ai grandi avec ma mère, mais ma mère qui a elle-même été victime d'un mariage forcé. En fait, m'a fait subir ce qu'elle-même avait subi. Donc, je grandis dans ces conditions, dans une famille presque monoparentale, puisque c'est une famille qui est recomposée, mais je suis au milieu de, on va dire, de 2 clans, celui de mon père et de sa famille, et celui de ma mère et de sa famille. Alors, on est en 76, on va se projeter tout de suite, parce que c'est l'objet du livre. Des livres le 23 novembre 2015. On est 10 jours après les attentats à Paris, dont chacun se souvient bien sûr. Et là, vous publiez 2 photos sur votre page Facebook, une en habit de salafiste et une en jeune femme moderne, pour reprendre vos mots. Les attentats de Paris, c'est donc pour vous le déclic de ce changement d'attitude et de vie. Oui, tout à fait. En fait, quelques années avant, j'ai retiré le voile puisque j'ai divorcé. Moi, j'ai quitté un mari qui était salafiste, avec qui j'ai eu 3 enfants. Et finalement, on m'a retiré la garde de mes enfants. Et pour pouvoir retrouver mes enfants, il fallait avoir un travail, avoir un appartement. Et donc, j'ai fait le choix de retirer mon voile pour pouvoir m'insérer dans la société et récupérer mes enfants et subvenir aux besoins de mes enfants. Et donc, ça a été très difficile pour moi de retirer le voile. Et je l'avais retiré, mais je ne comprenais pas pourquoi c'était si compliqué pour une femme en France de garder son voile et de s'insérer dans la société. Donc, j'ai cherché du travail avec le voile. Ça a été difficile, puisqu'on m'a fermé les portes. Et en retirant le voile, j'ai finalement réussi à m'insérer dans la société. Et donc, à partir du moment où il y a eu les attentats du Bataclan, ce fut comme un déclic, en fait. J'ai réalisé à quel point le salafisme pouvait être un danger, puisque je me souvenais de ce que me disait mon ex-mari à l'époque, où il me disait que le djihad était une obligation et que les mécréants, les non-musulmans, étaient tous nos ennemis. Et donc, à ce moment-là, quand j'ai vu les images à la télé, c'est vrai que ça a été un choc. J'ai été complètement révoltée contre ce qui se passait, parce que ça pouvait être n'importe qui, des innocents qui étaient pris pour cible. Et à ce moment-là, j'ai décidé de parler de mon passé de salafiste sur les réseaux sociaux en publiant ces 2 photos, en dénonçant le salafisme. Alors, quand vous publiez ces 2 photos, vous dites une jeune femme en habit salafiste, et puis vous dites « et puis une jeune femme moderne », et vous rajoutez cette phrase qui m'a surpris, « qui se respecte ». Qu'est-ce que ça veut dire dans votre esprit, une jeune femme moderne qui se respecte? Bien, en fait, avant, quand je portais le voile, j'étais persuadée que toutes les femmes qui ne portaient pas le voile ne se respectaient pas. Puisqu'on m'a fait subir, moi, ce que j'appelle un lavage de cerveau, c'est-à-dire qu'on nous faisait culpabiliser de notre féminité. C'est-à-dire qu'en fait, pour être une femme musulmane respectable, pour se faire respecter, il fallait porter le voile de la pudeur, le voile qui nous évite d'être une tentation pour les hommes. Et c'est vrai que j'ai rajouté ce mot en disant que j'étais... donc avant, je portais le voile et que finalement, maintenant, je suis une femme moderne qui se respecte. Ça veut dire, c'est pas parce que j'ai retiré le voile que je ne me respecte pas. Ça veut dire qu'on peut être sans le voile et être une femme respectable qui se respecte.
sans être dans la provocation, dans la vulgarité. C'est ce que j'ai voulu dire. Quand vous êtes une femme qui ne se respecte pas quand je porte le voile, vous portez d'ailleurs l'habit, le niqab aussi. Oui, j'ai porté le djellbab, donc le long voile salafiste, et aussi le voile intégral. Ouais, le voile intégral. Et quand vous dites une femme qui ne porte pas le voile, c'est une femme qui ne se respecte pas, vous pensez à une femme musulmane ou vous pensez à une femme, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa religion? Toutes les femmes, en fait. Toutes les femmes qui ne portent pas le voile sont des tentatrices. Il y a un terme en arabe pour les désigner, et c'est vrai que on appelle ces femmes des mutabarija, c'est-à-dire que c'est des femmes qui sont des tentatrices. Donc si ces femmes sont violées, elles sont responsables. C'est-à-dire qu'en fait, on fait porter le poids de la responsabilité d'un viol ou des réactions masculines à ces femmes qui culpabilisent de leur féminité. Et c'est pour ça qu'en fait, on nous fait croire que nous devons porter le voile pour pouvoir être des femmes respectables, ce qui est totalement faux. Alors, pendant les 10 années où vous avez été mariée, vous avez porté ce voile intégral sciemment, volontairement. Vous n'avez pas été obligé de le faire. Oui, en fait. C'était en conscience que vous le portiez. En fait, c'est-à-dire que au départ, c'était un peu une manière de me démarquer des autres, de montrer que j'étais, entre guillemets, plus musulmane, plus pieuse que les autres femmes qui portaient des petits voiles. C'était une concurrence quelque part entre les femmes qui ont des voiles plus longs. Plus le voile est long et plus la femme est respectable, plus le mari est heureux de son épouse, puisqu'il voit, quand l'épouse porte le voile intégral, personne ne peut la voir à part son mari. Et c'est vrai que c'était quelque part une immense fierté, quoi. C'était mon ego. Je me sentais tellement fière d'être différente et de dire voilà, je suis comme ça et donc personne ne doit choisir à ma place ce que je dois porter. Mais si vous voulez, c'était aussi une forme de manipulation de mon ex-mari qui me faisait croire qu'en fait toutes les femmes qui ne portaient pas le voile iraient en enfer. Voilà, donc. Ça a été un choix, mais je peux dire que j'ai été programmée en fait pour. Aujourd'hui, vous évoquez avec des mots très forts d'ailleurs, être tombé dans un piège. Vous dites pendant 10 ans, avoir mis 10 ans pour sortir. Vous le dites vous-même de l'obscurantisme, de me libérer de la manipulation d'une secte dangereuse, la secte salafiste. Pourquoi à 21 ans, on abandonne ses études en psychologie pour se marier avec un salafiste tunisien qui vit à Lyon? Comment on arrive à cela? En fait, c'est très simple. Déjà, quand vous êtes programmé dès votre plus tendre enfance à la soumission, moi, je devais servir mes frères à la maison. Ma mère me faisait comprendre qu'en France, de toute façon, on n'avait pas d'avenir. C'est-à-dire que la France, ma mère m'a dit que la France était un pays de racistes, que tous les hommes étaient des violeurs, que voilà. Donc, et puis que l'objectif de ma mère, c'était que sa fille se marie en étant vierge pour pouvoir montrer à tout le monde que sa fille, que je suis, que j'honore ma famille quelque part en étant vierge. Et donc moi j'ai été vraiment programmée à ça, si vous voulez. J'ai essayé de m'extirper de ce destin, mais en faisant des études, mais à force, le fait que ma mère continue à me faire culpabiliser en disant que de toute façon moi je n'étais pas française, que j'étais arabe, que si je restais en France je serais violée, que je serais à la rue. Enfin c'était une peur qui a fait que j'ai accepté ce mariage qu'on m'a imposé parce que je me suis dit de toute façon j'ai aucune autre issue. Donc c'était ça où je voyais rien, je voyais pas l'avenir en fait. Donc j'avais besoin aussi d'une sécurité parce que j'avais peur de la société. Donc quelque part, cette sécurité, je la trouvais avec ce mari salafiste qui m'a coupé du monde pendant 10 ans, qui m'a enfermée et qui m'a embrigadée pendant toutes ces années. Et on a du mal à comprendre pendant ces 10 années quelle est la vie que vous traversez. On se dit par moments, on voit bien se profiler la psychologie de votre ancien mari, salafiste, peu concerné par le travail, on peut dire ça en ces termes. Puis d'un autre côté, une vie où vous êtes protégée, vous avez quand même 3 enfants. Quelles sont ces 10 années? Est-ce que vous êtes heureuse déjà pendant ces 10 années? Ah non, pas du tout. Heureuse? Non, je n'ai jamais été heureuse. J'ai des photos le jour de mon mariage. J'avais le visage très triste, je me souviens. C'était pas un jour de fête pour moi. À partir du moment où j'ai été mariée, il m'a jeté tous mes livres de psychologie, de philosophie à la poubelle. Il m'a jeté mes vêtements modernes à la poubelle. Je n'avais plus le droit de porter de jupe, de pantalon. Donc ça a été très, très rapide. Je suis devenue maman, c'est-à-dire qu'en fait, de l'adolescente qui portait des survêtements, qui a grandi dans une cité,
qui n'acceptait pas sa féminité puisque j'étais un garçon manqué juste avant de porter le voile. Je porte le voile et finalement je me retrouve mariée à un homme que je ne connais pas et cet homme-là en fait quelque part m'emprisonne dans une vie que j'ai pas forcément choisie. Et puis cette vie, c'est le salafisme, c'est l'orthodoxie islamique, et de vivre comme à l'époque du prophète, mais en France. Alors, bien sûr, quand on entend cela, bien sûr, la réaction, j'allais dire, c'est de vous dire, mais pourquoi vous avez attendu 10 ans pour réagir ? Parce que c'est très compliqué. C'est facile à dire d'ailleurs. C'est très compliqué quand vous êtes marié, vous avez 3 enfants, que vous perdez confiance en vous au fur et à mesure du temps, parce qu'il faut savoir que mon ex-mari, c'est lui qui s'occupait des démarches administratives, il ne supportait pas que je sorte, je ne pouvais pas sortir seule. Donc au fur et à mesure du temps, moi j'avais perdu confiance en moi et surtout en la société, parce qu'il passait son temps à me dire que les Français étaient tous des racistes, qu'ils nous en voulaient, qu'ils ne voulaient pas de nous, que c'était nos ennemis, qu'il ne fallait pas se mélanger avec eux, qu'il ne fallait pas leur parler, il ne fallait pas leur donner... la société pour moi était hostile. Donc forcément, je me sentais en sécurité chez moi, mais chez moi, c'était vraiment pas de télé, pas de musique, enfin tout ce qui concerne la société des mécréants ne devait pas être chez nous. Donc, et là, puis il y avait la peur. Vous avez été l'objet d'une polémique récente parce que vous étiez finalement que dans le monde des mécréants, il y a quelque chose que votre ex-époux acceptait bien, c'était finalement les aides sociales, parce qu'il travaillait peu. Oui, et c'était les aides sociales. Et là, vous avez dit cela et on vous le reproche, bien évidemment. Oui, je le dénonce. Vous caricaturez les choses. Mais non, parce que c'est une réalité. Je veux dire, moi, j'ai fréquenté énormément de salafistes. Toutes mes amies étaient des femmes salafistes comme moi, puisque faut savoir que quand on est salafiste, on ne se mélange pas avec les autres, même les musulmans. C'est-à-dire que les musulmans lambda sont perdus. Les salafistes sont vraiment le peuple élu. Donc, effectivement, lui portant la barbe, le qamis, comme on appelle ça, la longue robe, tunique blanche des hommes que portent les hommes en Arabie Saoudite, il ne trouvait pas d'emploi et il disait que c'était la faute des Français parce que les Français étaient trop racistes pour lui donner du travail et que finalement, heureusement qu'il existe les aides sociales et puis il n'hésitait pas à mentir pour avoir toutes les aides possibles. Et c'était le cas de beaucoup de mes amis. Je veux dire, beaucoup d'hommes ne travaillent pas, ils passent la journée à la mosquée, entre eux, et puis ils font des enfants. Donc ça, il faut le dire, c'est peut-être quelque chose qui est gênant pour beaucoup, mais moi je le dis, j'ai vécu cette expérience et je l'ai vu autour de moi. Donc c'est vrai que on a des enfants, on vit avec les aides sociales, et c'est très avantageux pour les hommes finalement, qui sont tranquilles et puis qui finalement disent qu'il faut quitter ce pays de mécréants parce que les mécréants sont nos ennemis, mais finalement qui restent ici qui restent en France parce que c'est vrai qu'il y a un système qui est extrêmement avantageux. Dernière question, après on reviendra sur le voile, mais est-ce que vous pourriez dire qu'il était pieux? Parce que souvent on dit, ils ont la volonté d'être le peuple élu, vous dites une certaine pureté. Est-ce qu'il était pieux, au moins? En fait, moi, avec le temps, j'ai compris qu'en fait, plus le temps passait et plus je posais des questions parce que je trouvais que son comportement n'était pas en corrélation avec les textes, parce que je lisais que des livres salafistes, j'ai assisté à des conférences salafistes, je suis même partie en Arabie Saoudite pour étudier justement la doctrine, et en fait, il se comportait mal, il insultait ses sœurs de prostituées, parce que ses sœurs ne portaient pas le voile, il ne respectait pas son père, il insultait son père, puisque son père détestait critiquer les salafistes, donc critiquer son propre fils, il mentait aux services sociaux, il travaillait au noir, donc de temps en temps, il cumulait travail plus les aides sociales et je voyais bien même vis-à-vis de nous, vis-à-vis de moi et des enfants, il était avare, donc il économisait énormément, donc il était agressif, donc quelqu'un de pieux. Pour moi, c'était pas quelqu'un de pieux, c'était quelqu'un qui était dans une forme d'hypocrisie et de manipulation et qui finalement se sert de la religion pour soumettre, pour contrôler la femme, et c'est avec le temps que j'ai compris, un jour où je lui ai posé la question, est-ce que le djihad est une obligation? Ça a été le déclic ce jour-là, parce qu'en fait, il m'a dit oui, le djihad est une obligation. Quand je dis djihad, je parle de guerre sainte. C'est très différent du djihad an-nafs, qui est la guerre de l'ego, en fait. C'est le combat contre soi-même. Là, je parlais de la guerre sainte, et je lui ai posé la question si nos 2 garçons allaient faire le djihad un jour, et il m'a dit oui, si
il y a une guerre, ils seront obligés de faire la guerre sainte. Et je lui dis, mais pourquoi toi tu ne la fais pas? Il a dit, non, non, moi je dois m'occuper de ma famille. Et donc je lui dis, mais le soir, je me suis dit, c'est pas normal, j'ai pas porté mes enfants pendant 9 mois pour en faire de la chair à canon. Donc c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est à partir de là que j'ai commencé à penser qu'il fallait peut-être que je quitte cet homme parce que je ne voulais pas que mes enfants deviennent des djihadistes et je ne voulais pas que ma fille porte le voile à 7 ans et qu'elle soit mariée à 14 ans comme lui le voulait. Alors, vous avez parlé à l'instant de guerre. Le mot guerre, vous l'utilisez dans l'ouvrage. Vous dites que votre témoignage sur le voile islamique fait, dites-vous, la lumière sur une guerre, hein, c'est le terme que vous utilisez, qui se déroule sous nos yeux, mais que beaucoup refusent de voir et d'entendre. On est vraiment dans l'actualité. C'est pour vous clairement un instrument de conquête politique. Oui. Le voile, c'est en fait un marqueur. C'est-à-dire que dans les sociétés, dans les pays musulmans, en fait, au fur et à mesure du temps, on a multiplié les voiles. Et c'est vrai que le voile, en fait, permet de changer la société. C'est-à-dire que plus vous voyez de femmes qui portent le voile, et plus vous savez que la société s'islamise. Et donc, c'est vraiment le porte-drapeau, en fait, le symbole de l'islamisme, puisque avant, il avait une connotation différente, mais aujourd'hui, c'est vrai que les frères musulmans, comme les salafistes, utilisent le voile justement pour propager leur doctrine, pour islamiser, que ce soit des pays déjà musulmans, mais qui sont à la base modérés, et ben en fait, on veut au fur et à mesure prendre le pouvoir parce que en fait, l'islamisme, c'est la conquête politique et c'est ce qui est en train d'arriver dans les pays occidentaux comme la France. C'est pour ça que je comprends les non-musulmans lorsqu'ils sont très inquiets en ce qui concerne la multiplication du voile. Vous allez vraiment très loin, vous dites arborer le voile islamique, c'est aussi une façon de dire à la France qu'on l'emmerde. Ben, un petit peu, oui. Un petit peu, oui. Mais ça a été mon cas, c'est le cas d'autres femmes, finalement, qui sont... En fait, quand on se sent rejeté dans un pays, et ben finalement, on se dit, mais pourquoi on ferait des efforts pour s'intégrer à ce pays qui ne veut pas de nous? Moi, c'est comme ça qu'on m'a poussé à porter le voile et encore plus à porter le voile intégral, puisque je me souviens que lorsque j'ai été licenciée sans raison valable de ma formation de greffière, la première chose que j'ai faite, j'étais tellement en colère et j'ai ressenti un sentiment d'injustice. La première chose que j'ai faite, c'est aller dans une librairie islamique pour acheter des voiles intégrales et j'ai décidé de redevenir salafiste. C'était en 2014. Donc je suis allée acheter une dizaine de voiles intégrales de toutes les couleurs et j'ai reporté le voile intégral. Et c'est seulement au bout de plusieurs mois, après avoir longuement réfléchi, je me suis dit je ne peux pas faire ce cadeau aux personnes qui m'ont licenciée, puisque ces personnes sont peut-être racistes, mais tout le monde n'est pas raciste, ce serait leur donner raison. Et ce serait aussi donner raison aux salafistes qui m'ont tourné le dos après mon divorce. Parce qu'il faut savoir que quand une femme divorce, dans la communauté salafiste, elle représente un danger. Une femme célibataire qui est salafiste, étant donné que la polygamie existe, eh bien, les femmes qui sont mariées vous tournent le dos parce qu'elles ont peur que vous approchiez leur époux et puis que vous deveniez co-épouse. Parce qu'il faut savoir que les salafistes, en fait, le salafisme, c'est une société dans la société. C'est une société parallèle avec des personnes qui se connaissent entre elles, une organisation et que je connais de l'intérieur. C'est véritablement le fonctionnement d'une doctrine sectaire. Alors, enfin, où j'ai plus de mal à vous suivre dans l'ouvrage, dans les entretiens que vous faites d'ailleurs, vous dites, face à cette guerre, vous considérez que l'on ne peut pas interdire le port du voile islamique, on ne peut pas, dites-vous, convaincre en agissant contre les convictions d'une personne. Et la seule solution, vous dites, c'est le dialogue. Alors, moi, je comprends très bien le principe humaniste, mais je me dis quand même que, est-ce que c'est pas, pardonnez l'expression, une attitude de bisounours, alors que vous venez de nous dire qu'on était en temps de guerre. Guerre, dialogue, ça ne fonctionne pas, on sait qui perd. En fait, pour tout vous dire, moi j'ai connu l'extrême. C'est-à-dire que l'extrémisme, j'ai connu l'extrémisme, j'en suis sortie, et au fur et à mesure du temps, j'ai évolué. C'est-à-dire que mes idées ont évolué. Et quand je parle de dialogue, je pense que pour moi, c'est vraiment un travail qui doit se faire, un véritable travail de pédagogie qui doit se faire auprès de ces femmes, parce qu'on ne peut pas imposer à des femmes leur tenue vestimentaire. Parce que, quelque part, plus vous interdisez quelque chose et plus la personne se braque et aura envie de le faire, justement,
par défi, parce que elle estime qu'on veut enfreindre sa liberté, on veut toucher à sa liberté. Alors que, en fait, à partir du moment où moi-même, j'ai eu des discussions avec des femmes qui portent le voile et qui m'ont dit qu'elles ne trouvaient pas de travail, qui m'ont dit qu'elles ne comprenaient pas ma manière de voir. Eh bien, je leur ai expliqué. À partir du moment où je leur ai expliqué, elles ont tout de suite compris. Je leur ai expliqué qu'il est normal que les non-musulmans soient dans la crainte devant la multiplication des voiles. Ils ont été, je veux dire, la France a été victime d'attaques terroristes liées à l'islamisme. Donc forcément, ils ont la peur de l'islam, ils ont la peur des musulmans, et en même temps, ce qui se passe, c'est que les gens deviennent de plus en plus extrêmes dans leurs propos, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias. On a l'impression qu'on veut instaurer des divisions, qu'on veut séparer musulmans et non musulmans, et que chacun reste braqué dans ses idées. Chacun pense avoir raison, alors que moi j'essaye de rester dans un juste milieu et dans une écoute pour expliquer justement à toutes ces femmes qui se sentent rejetées par la société française que la société ne les rejette pas. Seulement, les non-musulmans ont peur de l'islamisme. Et aujourd'hui, moi, j'essaye d'expliquer cela sur les réseaux sociaux en disant je fais bien la différence entre musulmans et islamistes. Je fais la différence entre des femmes qui portent le voile et des femmes qui portent le voile, mais qui sont moi, ce que j'appelle des agents de l'islamisme, qui font des scandales, qui prétextent la victimisation, le chantage à l'islamophobie. Ces femmes-là sont liées souvent à des organisations ou des associations islamistes, comme les Frères musulmans. Et ce sont ces femmes-là qui attisent la haine, qui provoquent les scandales, et ces femmes-là ne rendent pas service aux autres femmes qui portent le voile et qui ne demandent rien à personne, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes en France qui portent le voile parce qu'elles n'ont pas le choix. On leur impose le voile. Ça peut être une famille, ça peut être dans leur époux, ça peut être dans leur quartier. Il y a des femmes qui voudraient retirer le voile, mais quand vous êtes maltraité chez vous parce que vous portez le voile et que la société que vous voyez à la télévision ou sur les réseaux sociaux, qu'on vous insulte parce que vous portez le voile, on vous rejette, vers qui se tourner quand on est une femme voilée musulmane? Voilà, donc c'est ce que moi j'essaie d'aider ces femmes-là, j'essaie d'être un pont entre la société et ces femmes-là en leur disant, en France, il y a des moyens d'avancer, on peut rester musulmane sans forcément porter le voile, mais je n'ai pas à dire à ces femmes ce qu'elles doivent faire, c'est-à-dire que ça doit être un choix qui est réfléchi, raisonné. Ah, il y a une autre date importante dans votre vie, essentielle même maintenant, dorénavant, puisqu'elle vous suivra pendant encore plusieurs années. Le 20 octobre 2017, là vous prenez la décision de dénoncer un agresseur, votre agresseur. Vous êtes d'ailleurs la première femme à l'accuser, elle ne serait pas la seule. Ensuite, vous dénoncez Tariq Ramadan. Pourquoi ce 20 octobre 2017 C'est la question inlassable d'ailleurs de vos détracteurs. Pourquoi après tant de temps ? En fait, le matin où je l'ai dénoncé, où j'ai donné son nom, je ne savais pas que j'allais le faire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas été préparé du tout. Ça a été un geste impulsif, spontané. On peut dire déjà que dans votre premier ouvrage, vous aviez parlé de cet agresseur sans donner son nom. Vous aviez donné un autre nom, même si on pouvait entre les lignes déjà voir le profil du personnage. Mais néanmoins, vous étiez gardé ça. Donc vous, ce jour-là, vous n'avez pas décidé de donner son nom et vous le faites. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, pendant toutes ces années, j'ai gardé ce secret parce que je me suis dit personne ne me croira. J'avais un sentiment de culpabilité puisque de toute façon, moi il me l'avait dit, c'est toi qui as provoqué ça. Tu n'avais qu'à porter ton voile. Il faut savoir que moi j'ai grandi avec cette idée-là, que la femme est tentatrice, que si la femme n'est pas voilée, eh bien si elle subit un vol, c'est elle qui en est responsable. Donc voilà le sentiment que j'ai ressenti quand j'ai subi cette agression. Je me suis sentie coupable d'avoir été dans cette chambre d'hôtel et je me suis sentie coupable de ne pas porter le voile. Donc forcément, je ne pouvais pas parler. Et en plus, il m'avait menacée parce qu'à un moment, je lui ai dit que j'allais le dénoncer, et bien il m'a menacé. Donc je vivais avec la peur, je savais que lui c'était quelqu'un d'important, moi j'étais rien, j'avais une faible estime de moi, j'étais dans des conditions de vie difficiles, seule avec des enfants. Et donc toutes ces années ont passé, je voyais qu'il continuait à prêcher la bonne parole à la télévision, sur les réseaux sociaux, un peu partout, à faire des conférences.
je ne voulais plus le voir, je ne voulais plus entendre parler de lui, je voulais oublier cette histoire, mais c'était resté en moi. Et finalement, quand il y a eu l'affaire Weinstein, les actrices de cinéma ont dénoncé un réalisateur américain. On entendait parler de ça un peu partout à la télévision, sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a eu le hashtag Balance ton porc. Je me suis dit, mais si je le fais pas, maintenant, je le ferai jamais. Si je ne prends pas mon courage à deux mains pour parler, pour dire que moi aussi j'ai subi une agression, eh bien j'aurai jamais la force de le faire. Je trouverai jamais, et peut-être que je partirai avec ce secret. Et peut-être que ça peut aider d'autres femmes. Et ça a été vraiment ma démarche de dire, moi aussi je vais dire ce que j'ai vécu, je vais donner le nom de cette personne, et peut-être que ça va aider d'autres femmes justement parce que je savais que je n'étais pas la seule. J'avais eu écho qu'il y avait eu d'autres victimes, mais je me suis dit bon, si personne ne le fait, il faut que je le fasse. Donc j'ai fait ça dans cette volonté de pouvoir justement aider d'autres femmes et surtout lui faire cesser ses agissements. Alors, vous savez, madame, que Tariq Ramadan nie les faits qui lui sont reprochés. 6 femmes ont porté plainte contre cette personne qui précise que tout ce qu'il l'a fait l'a été dans le consentement. Cette affirmation de consentement, est-ce que vous la récusez? Mais en fait, il ment parce que c'est depuis le début, il ment. Au début, il a dit « je ne la connais pas, c'est une folle ». Pendant 1 an, il a dit ça en me faisant passer pour une folle. Il a dit la même chose de la deuxième plaignante en disant « elle est folle aussi ». Ce sont des menteuses. Voilà, ce sont des menteuses. Et il a quand même accepté d'avouer qu'il avait eu des relations extra-conjugales. Il en a avoué 5. C'est-à-dire que durant cette période, il a avoué avoir trompé sa femme, 5 relations extra-conjugales, mais que moi et Christelle, nous sommes des menteuses. Parce que on a fait la démarche de porter plainte pour viol. Mais s'il voulait, comme il le dit, lui dit, je n'ai pas voulu dire que c'était consenti avec moi. Il a dit au juge, parce que je voulais protéger ma famille. Mais dans ces cas-là, il aurait dû aussi ne pas avouer pour les 5 autres. Pourquoi il n'avoue pas pour... il dit pour 5 femmes que c'est consenti et que ça pose aucun problème qu'il trompe sa femme. Et pour moi et Christelle, il dit, ben non, ce sont des folles. Et au bout d'1 an, il dit, ah bah oui, finalement, je les connais. En fait, c'était consenti. Et donc, il s'est empêtré dans les mensonges. Donc, il essaie de se défendre comme il peut, ce que je peux comprendre. Mais en tapant, en salissant la réputation des victimes. Et moi, je suis régulièrement insultée. Il me fait passer pour une nymphomane, pour une folle, pour une menteuse. Enfin, il veut faire taire les plaignantes. Et finalement, lui, il passe son temps à parler, à raconter des mensonges. Voilà, je suis obligé de rappeler aussi qu'il a porté plainte et qu'il n'a pas été jugé, donc pas été encore condamné. Et pour sa défense, effectivement, il qualifie ses accusatrices, donc vous, de menteur, et considère qu'il y a eu un traquenard contre sa personne. Et oui, c'est le point de vue de ses partisans aussi. Je vois des articles de presse, j'ai vu même jusqu'à Mediapart des insinuations sur le fait que vous seriez manipulé. Dans le livre, vous remerciez Caroline Fourest, dont on dit qu'elle est islamophobe. Vous remerciez les Femen, qui n'est pas une organisation anodine, qui est une organisation politisée, avec des buts. Donc, est-ce que vous n'avez pas prêté un peu le flanc à ça? Voilà. Est-ce que vous êtes manipulé? Voilà, c'est ça la question en fait. Oui, en fait, dès le départ, il a fait croire que j'étais payée par les sionistes, que c'était un complot contre lui sioniste, un complot politique, enfin que tout le monde... il veut faire croire à tous ses fans que c'est un complot et que finalement, moi, j'ai été manipulée, ce qui n'est absolument pas le cas. J'ai simplement rencontré des personnes qui m'ont apporté du soutien à partir du moment où j'ai porté plainte. Moi, je n'ai jamais rencontré Caroline Fourest avant, contrairement à ce qu'il a voulu faire croire. Donc les Femen, elles m'ont soutenue à plusieurs reprises, donc c'est pour ça que je les remercie, mais je ne suis pas proche de ces personnes, et le fait de les remercier, ça ne veut pas dire que je les fréquente, c'est simplement que c'est normal de remercier des personnes qui vous ont apporté du soutien. Vous l'accusez de viol, vous dites que vous parlez de folie dominatrice qui se manifeste par une extrême violence. Et sans rentrer dans le détail, bien sûr, c'est pas ça le but, mais quel type de violence? Est-ce qu'on est dans une violence psychologique à votre égard, ou est-ce qu'on est aussi dans une violence physique, ou les deux? Ah oui, mais en fait, moi, quand je parlais déjà au départ des violences, c'est les violences que j'ai subies déjà lors de cette agression qui m'ont traumatisée.
Moi, j'avais jamais vécu une telle chose. Donc, par la suite, j'ai su que c'était toujours le même mode opératoire avec toutes les autres femmes, que j'ai eu écho d'autres témoignages, de choses qui sont atroces. Et donc, le problème, c'est qu'à partir du moment où on ose parler, eh bien, on subit une véritable campagne de... Enfin, je sais pas comment je peux dire, c'est une chasse aux sorcières, c'est un matraquage, c'est la destruction, parce que de toute façon, il le dit dès le départ, il a dit de toute façon, je te détruirai. Si tu parles, tu seras détruite. Donc c'est son but, c'est l'intimidation, c'est manipuler ses soutiens pour que justement ils nous harcèlent. Moi, je suis harcelée depuis le début sur les réseaux sociaux. J'ai reçu des menaces de mort, j'ai été suivie, je suis suivie il y a un mois dans la rue, j'ai été suivie pendant 1h30. Un homme a tenté de me suivre jusqu'à chez moi, il a été arrêté par la police et placé en garde à vue. Je vis avec la peur au ventre. C'est une manière de faire taire les potentielles futures plaignantes pour leur dire, eh bien, regardez pour leur montrer, regardez, il suffit de voir ce que moi je subis. Pour ne pas avoir envie de porter plainte. Donc forcément, c'est vraiment... c'est sournois. Voilà, c'est sournois. Et d'ailleurs, la plaignante la femme qui a porté plainte, la journaliste qui a porté plainte pour viol, en parlant d'elle, il a dit, voilà une nouvelle Enda. C'est une manière aussi de dire, eh bien, regardez, vous avez bien tous vu ce que Enda subit, eh bien, si vous voulez porter plainte, c'est ce que vous subirez. En rappelant que vous n'avez jamais bénéficié de la moindre protection policière rapprochée. Non. Alors, moi, je regarde tous les messages. Moi, j'étais impressionné, il faut bien le dire, par les messages de haine dont vous avez été l'objet, notamment sur Internet, vous traitant, vous le dites d'ailleurs dans le livre, d'affabulatrice, folle, mythomane, traînée, dérangée, en mal de célébrité, j'en passe. Comment on vit cela et comment réagissez-vous à cela ? C'est très dur, on n'est jamais prêt, on n'est jamais préparé à ça. Moi, je savais que ce serait difficile à partir du moment où j'ai porté plainte, mais je pensais pas que ce serait aussi dur, je pensais pas que ma vie deviendrait un enfer. Clairement, c'est un cauchemar. Moi, je vis ça depuis 2017, depuis le jour où j'ai porté plainte, et je souhaite ça à personne, parce que ne plus dormir, sortir de chez soi avec la peur, avec l'angoisse, être suivi dans la rue, les gens me reconnaissent. Je ne peux plus travailler comme avant dans les endroits où je suis en contact avec une clientèle parce que il y a toujours la peur d'être reconnu par des sympathisants de Ramadan. Je n'ai pas une vie normale. Je suis dans la peur, dans l'angoisse, de toujours sur mes gardes. J'ai refusé d'avoir une protection rapprochée parce que voilà, je voudrais continuer à mener une vie normale. Je sais que ma vie est en danger et j'essaye de vivre le plus normalement possible malgré ça, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai une responsabilité, parce que j'ai fondé une association et que je souhaite aider d'autres femmes. Mais en fait, je pense que sincèrement, il y a des moments où je me dis j'aurais peut-être pas dû porter plainte, parce que si j'avais su, je l'ai dit à certains moments où j'ai craqué psychologiquement, parce que oui, il y a des fois où j'ai vraiment craqué et que heureusement j'ai des amis qui ont été là pour me relever, me soutenir et qui me soutiennent encore, mais c'est psychologiquement voilà, c'est, je sais pas, c'est très dur je pense que il faut se relever malgré tout, il faut avancer. Et en fait, moi, j'attends ce procès. J'espère qu'il y aura un procès, parce que à partir du moment où il y aura le procès, on mettra tout sur la table. On pourra peut-être faire éclater la vérité. Juste là, il dit Enda Ayari, elle s'est trompée dans les dates. Et la deuxième notion, qui est vraie, qu'une notion qu'il faut bien dire, c'est que à cette violence-là, il semble y avoir une telle emprise que vous ne le rejetez pas tout de suite. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai porté plainte, en fait, quand j'ai parlé, je n'avais pas prévu de parler. Et moi, je n'avais pas mis la date de cette agression, de ce viol. Je n'avais jamais noté tel jour dans mon agenda, je me suis fait violer. Je me suis fait violer. Je me suis dit, il faut que j'oublie ça. C'est-à-dire que moi, ma volonté, c'était d'oublier ce qui s'était passé. De toute façon, je faisais pas le poids face à lui. Il m'avait menacé. Il avait menacé mes enfants en disant, tu as des enfants, tu n'aimerais pas qu'il leur arrive malheur, Enda. Je me souviendrai toute ma vie de ce qu'il m'a dit.
Quand il m'a dit « tu n'aimerais pas qu'il leur arrive malheur », j'ai très bien compris. Et en plus, on m'a dit « c'est très facile de déguiser un meurtre en suicide ». On m'a dit « Enda, fais attention ». Et là, je me suis dit « j'ai des enfants ». Je peux pas prendre ce risque. J'étais très faible psychologiquement, j'étais très fragile, j'étais très isolée. Je n'aurais jamais pu porter plainte. Et puis je savais que je me suis dit mais personne me croira. Donc c'est pour ça que j'ai attendu. Je me suis dit j'avais espoir un jour qu'une femme porte plainte. Je me suis dit tôt ou tard une femme portera plainte. Il fera quelque chose parce que j'ai vu qu'il n'était pas normal. Et je me suis dit un jour il va faire quelque chose, il va aller trop loin et il pourra même tuer une femme dans une chambre d'hôtel parce que il est incontrôlable, il est comme un monstre. Et donc, regardez, il est allé se défendre, il a publié un ouvrage pour se défendre d'ailleurs, il est allé chez BFM et sur RMC chez M. Bourdin. Est-ce que vous l'avez regardé ce jour-là? Non, j'ai pas voulu le regarder. En fait, ensuite, j'ai eu écho sur Internet de ce qu'il avait dit, et c'est vrai que c'était revivre, l'entendre parler ou le revoir, c'était revivre ce que à chaque fois qu'on en parle, ou à chaque fois que j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu. Et ça me fait mal, ça me fait souffrir, parce que quand vous savez que vous avez vécu quelque chose dans votre chair et que vous en avez souffert et qu'en plus on vous insulte, on vous menace, parce que quelque part c'est un deuxième viol. Ce qu'on me fait subir, c'est en fait pour me punir d'avoir parlé, on me fait vivre un cauchemar, je vis dans la peur, je vis avec l'angoisse, avec les menaces, je vis avec très peu de moyens, puisque c'est un combat qui est difficile, il faut voir des avocats, il y a des frais judiciaires, il y a des déplacements, il y a des expertises psychologiques, psychiatriques, il y a des constats d'huissier, je passe beaucoup de temps dans les commissariats, je dois porter plainte, je dois faire des constats d'huissier parce que je reçois régulièrement des menaces, et quand vous n'avez pas vraiment les moyens, c'est très compliqué. Et j'essaye de tenir le coup malgré tout. Je me dis, bon, j'espère que très vite arrivera ce procès, j'espère qu'il y aura un procès, et à partir de là, je pourrai faire le deuil et vraiment me reconstruire, parce que là, je suis encore dans une période d'attente. Je suis dans cette attente de savoir ce que vont décider les juges, et j'espère pouvoir justement me reconstruire vraiment en sachant que je fais ce travail au quotidien de reconstruction. J'essaye d'aider d'autres femmes à travers l'association libératrice que j'ai fondée. J'ai énormément de messages de femmes qui ont vécu des viols, des femmes qui sont victimes de mariages forcés, de voiles imposés, qui me demandent des conseils et qui ont besoin d'aide. Alors je me dis, je peux pas laisser tomber pour moi, mais aussi pour ces femmes qui attendent, on peut pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus, que ce soit vis-à-vis de Ramadan ou en général, plus de femmes victimes qu'on le croit. Et beaucoup de femmes qui ont peur de parler, qui aimeraient parler, mais qui ont peur. Quand vous voyez qu'on déroule le tapis rouge pour lui, médiatique, comment vous prenez ça? Vous dites que c'est normal. Après tout, il n'est toujours pas condamné. Il y a une présomption d'innocence en France. Mais je vous avoue que j'ai pas compris. Je sais qu'on est dans un pays de droit et de liberté d'expression, mais c'est vrai que quand j'ai su qu'il allait faire cette interview, je vous avoue que ça m'a surpris et ça m'a fait mal, parce que je me suis dit mais c'est une question de, je sais pas, peut-être de décence vis-à-vis des victimes, puisque il n'y a pas une ou deux victimes, des plaignantes, des femmes il y a des dizaines de témoignages. Il y a, je veux dire, c'est trop gros. Je veux dire, il a beau dire ce qu'il dit, se victimiser ou essayer de faire croire que c'est un complot. Il y a des femmes partout. Il y a une femme en Suisse, il y a une femme aux États-Unis. En France, nous sommes plusieurs. Je ne compte même plus. Je ne sais même plus combien il y a de femmes qui ont porté plainte pour viol. Il y a des filles en Suisse, des mineurs qui ont été abusés par cet homme lorsqu'il était professeur. Elles étaient mineures. Voilà, donc c'est pas rien. Et c'est vrai que le fait qu'il soit passé dans les médias, ça m'a quand même surpris, et j'ai eu un sentiment d'incompréhension. Vous êtes, et il va falloir conclure, mais j'étais heureux de vous donner la parole à vous. Vous êtes la première musulmane finalement à dénoncer un coreligionnaire célèbre dans toute l'Europe et dans les pays arabes. Et donc pour cela, plus rien ne sera comme avant. Et dans le livre, il y a 2 fois cette phrase que j'ai trouvée intéressante. Au détour d'une page, vous dites « Dieu merci, je suis née française ». Ça veut dire quoi dans votre esprit? Je suis née française, qu'est-ce qui fait que ce soit un plus pour vous dans ce combat? Parce que là, vous le voyez bien, ça n'avance pas. Mais en fait, moi, vous savez, j'étais très fâchée avec la France.
On m'a fait croire que la France était raciste. On m'a fait croire que la France ne m'aimait pas et ne nous aimerait pas. Les personnes comme moi, issues de l'immigration, de culture musulmane, en fait. Et moi, j'ai cru à ça. Et c'est pour ça que je me suis dirigée vers la radicalisation islamiste, puisque c'est ce qu'on m'a proposé, c'est ce qu'on m'a offert. Donc forcément, je suis tombée dedans. Et puis au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des expériences, je me suis rendu compte qu'on avait tellement de possibilités en France, quand on est une femme seule, avec des enfants, pour se reconstruire, pour trouver des solutions, pour trouver un travail, pour pouvoir vivre comme tout le monde. Il y a plein de solutions possibles, il y a des aides. Il suffit simplement de chercher où on peut trouver ces aides. Et c'est pour ça que je l'ai dit récemment sur les réseaux sociaux, j'ai dit j'aime mon pays aujourd'hui, je défends mon pays, je défends la France, je défends la patrie, je défends le peuple français parce que, en fait, j'ai eu cette chance, moi, de naître en France, de grandir en France et d'aller à l'école française. Mais si je n'avais pas eu cette chance, si j'étais en Arabie Saoudite ou dans un pays musulman, gouverné par des lois islamistes misogynes, par des hommes qui n'aiment pas les femmes et qui se servent de la religion pour soumettre les femmes, pour les emprisonner, pour les lapider, les torturer si elles retirent le voile ou si elles demandent le divorce ou si elles sont victimes de viol. Elles n'ont pas de droits. En France, on est dans un pays où la femme a des droits. Il faut demander ses droits. Si on a été victime de viol ou si on a été victime même d'une injustice, si on est, eh bien, il y a une justice en France. Il suffit simplement de réclamer justice. Et aujourd'hui, moi, je reconnais, je regrette d'avoir été, comment dire, d'avoir ce passé. Mais sans ce passé, peut-être que je ne serais pas ce que je suis devenue aujourd'hui. Et c'est pour ça que je peux dire, après avoir traversé, après avoir vécu dans l'islamisme, aujourd'hui, je suis française, je le revendique, je défends la France et j'en suis fière. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'invite les téléspectateurs à découvrir cet ouvrage Plus jamais voilé, plus jamais violé. Et vous faites vôtre cette phrase qui figure en exergue de l'ouvrage d'Eleanor. Cette phrase d'Eleanor Roosevelt: personne ne peut vous rabaisser sans votre consentement. Merci madame. Merci à vous.